Bien le bonjour les anxieuses et aujourd'hui nous allons parler de Batman Allant Halloween. Réalisé par Chris Palmer, c'est sorti en 2021, c'est tout frais. Sorti il y a quelques jours, l'adaptation en animé du plus grand récit Batman de tous les temps, l'un des plus grands monuments de la bande dessinée américaine. Oh là là, il fallait pas se chier dessus, il fallait pas se louper. Et donc on a décidé d'adapter les 400 pages du récit original en deux parties, de 1h30 chacune, donc on est sur une durée relativement conséquente et ça fait plaisir, voilà, c'est pas rushé, donc ça c'est cool. Au niveau du scénario, vous savez, vous le connaissez tous aussi bien que moi, on l'a tous lu, Batman Allant Halloween, sinon on serait pas sur cette chaîne. Un tueur en série qu'on appelle Holiday et qui apparaît à chaque fête de l'année, donc Saint-Valentin, Thanksgiving, Halloween, etc., pour abattre les uns après les autres les membres des familles mafieuses de Gotham. Et donc forcément Batman, le commissaire James Gordon et le procureur Harvey Dent sont sur le coup afin de démasquer ce tueur en série qui sème la pagaille. Donc on est sur un récit policier, on est sur une enquête, on exploite pleinement le potentiel d'investigation de Batman, ce qui n'est pas toujours fait. On n'est pas sur un récit orienté action. Voilà. Il faut quand même le noter. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé quelque chose de très malin dans cet animé, c'est l'ajout d'une scène de combat qui n'existe pas dans l'œuvre de base en fait. Une scène de combat entre Batman et des Yakuza dans une ruelle, une scène très très bien orchestrée, voilà, avec un dynamisme à la Jay Oliva qui fait plaisir, putain, ça envoie du steak, c'est super bien foutu. Et cette petite scène de combat a été clairement rajoutée ici pour rajouter en dynamisme, en punch en fait, parce que on est sur une adaptation en animé, donc c'est quelque chose qui va s'adresser à un public plus large que celui d'un comics. Donc du coup, il faut rajouter un petit peu de violence comme ça, un peu de brutalité, un peu de dynamisme. Et donc cette scène, elles se font parfaitement dans le récit. Tu vois pas forcément que c'est un ajout, donc pari réussi pour le coup. Et puis elle est visuellement très très impressionnante. Donc c'est super sympa. Alors, on retrouve la direction artistique de Man of Tomorrow et de GSA, avec des personnages au contour très très prononcés et du coup qui se détachent parfaitement des environnements qui les entourent et du coup qui sont plus impressionnants je trouve à l'écran, plus imposants. Donc ça c'est cool, d'autant plus qu'on a des chara design super bien travaillés, respectueux des proportions, respectueux des canons, voilà, on va pas changer d'ethnie un personnage comme ça. Non, là on respecte vraiment l'œuvre de base, si ce n'est le costume de Catwoman qui a été switché pour le costume de la Catwoman de Bruce Timm à peu de choses près. Alors j'ai pas compris pourquoi on dégage le costume violet de l'anime original pour lui préférer le costume de Bruce Timm. Bon, pourquoi pas, moi j'aime bien les deux donc ça ne me dérange pas, mais ça aurait peut-être été un peu plus logique de respecter le costume imaginé à l'époque par Tim Sale. Enfin bref, pourquoi pas. Donc voilà, on est vraiment sur une représentation très, très classique mais efficace des personnages de l'univers de Batman, et puis une direction artistique qui fait la part belle aux environnements bordel de merde. C'est-à-dire que là, tu as une vraie Gotham sinistre, gothique, des bâtiments écrasants qui sont filmés en contre-plongée, toujours sur un ciel noir, donc c'est quelque chose de très ténébreux, l'asile d'Arkham qui est juché là-haut sur sa colline, avec un ciel zébré d'éclairs derrière, au bord de la falaise, avec un sentier sinueux pour y accéder, et puis une lourde porte grillagée devant, bam, l'asile d'Arkham, tout droit sorti d'un film de Tim Burton. Ça c'est excellent. Merde quoi. Et puis la Batcave, on a une vraie Batcave, une vraie grotte, bordel. Avec des stalactites et tout, tu vois. Pas un entrepôt Carrefour Contact comme c'est le cas dans certains animés. Donc ça fait plaisir aussi. Donc vraiment, une DA qui fait la part belle à l'univers de Batman, et c'est ce qu'il fallait à tout prix, parce que c'est la force principale pour moi de l'œuvre de Jeph Loeb et Tim Sale. C'est cette représentation très forte dans l'iconographie de l'univers de Batman, aussi bien au niveau des personnages, c'est-à-dire que t'as un épouvantail qui est squelettique, t'as le Joker avec un sourire saillant comme ça, une mâchoire déployée, un chapelier fou qui est minuscule, enfin bref, Tim Sale il est très très fort dans la représentation des personnages de Batman, de leur iconographie, de ce qu'ils sont censés représenter, il est
Pour moi, c'est le meilleur à ce niveau-là. Pour moi, Tim Sale, c'est le meilleur dessinateur de Batman. Clairement, je vous le dis. Parce que voilà, il a saisi toute l'essence de cet univers, toute la poésie qu'il y a derrière. Poésie macabre, pour le coup. Et donc, il fallait respecter ça. Il fallait respecter les environnements, il fallait respecter les personnages. À défaut, malheureusement, de ne pas avoir la patte de Tim Sale dans cet animé. Voilà, parce que là, on a opté pour la direction artistique mainstream des animés d'ici. Pour le coup, ça en réconciliera peut-être certains avec l'œuvre de base, parce que c'est vrai que moi j'adore Tim Sale sur Batman, mais Tim Sale il a ses défauts, c'est pas toujours très très bon. Autant il y a des doubles pages comme ça qui t'en foutent plein la gueule, tu sais, genre l'épouvantail qui est sur son cheval noir, comme ça, dans la plaine, non, incroyable. Autant il y a parfois des visages qui sont un peu dégueulasses chez Tim Sale. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Là pour le coup, l'animé c'est quelque chose de très mainstream, de très accessible. Donc ça réconciliera peut-être ces gens avec l'œuvre de base, pourquoi pas. Moi, vous savez ce que j'aurais fait si on m'avait demandé d'adapter un long Halloween en animé? Je l'aurais fait en noir et blanc, avec des pointes de couleur par-ci par-là. C'est un peu à la Sin City de Rodriguez. Ah, j'aurais fait ça comme ça. C'est genre le sang bien rouge. Parce que c'était un peu le cas aussi dans le bouquin. T'as des plans comme ça en noir et blanc avec le sang qui ressort bien rouge de la page. Et moi, j'aurais pour donner un peu de cachet à cet animé, un peu d'esthétisme, eh bien, je l'aurais fait comme ça. Je l'aurais fait en noir et blanc avec des pointes de couleur. Tu vois, genre, imagine la dernière séquence avec les feux d'artifice qui pètent, là, violet, vert, rouge, jaune, bam, bam, mais sur du noir et blanc. Ça aurait été magnifique, tu vois. Enfin voilà, moi j'aurais fait ça. Ça aurait permis de rattraper un petit peu cette perte de l'identité visuelle qui s'est faite lors du passage du comics à l'anime. Donc pour la DA, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, on joue avec les environnements, avec les conditions climatiques, la pluie battante, la neige, il y a des plans de Gotham sous la neige qui sont somptueux. On joue avec les couleurs, tu vois, les gyrophares des bagnoles de flics qui projettent des flashs rouges et bleus sur les murs ou sur Batman. On joue avec les feux d'artifice, bam, 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 qui viennent exploser ici et là, et puis colorer l'image de plusieurs couleurs différentes. Ainsi. Des trucs qui sont visuellement superbes. C'est un très très joli animé pour le coup, donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis il y a une ambiance sonore qui est relativement bien travaillée. Il n'y a quasiment pas de musique, c'est assez étrange d'ailleurs. Par moments, tu as l'impression, c'est comme quand tu es dans un jeu vidéo, tu vas dans le menu paramètres de son, tu décoches la case musique. Et quand tu joues, c'est bizarre parce qu'il manque quelque chose en fait. C'est l'impression que j'ai eu à plusieurs moments sur cet animé, l'impression qu'il manquait quelque chose, c'est tout simplement l'absence littérale de musique. Tu as des scènes entières, assez longues, des plans assez longs, où tu n'as pas du tout de musique. Mais là, pour le coup, généralement je fais la chasse à ça, vous le savez. Mais là, pour le coup, ça m'a pas déplu. Parce que, un long Halloween, c'est ça, c'est une ambiance pesante. On est dans un contexte mortifère, quoi. T'as des gens qui meurent, toutes les 3 pages, t'as un mec qui meurt, tu sais pas sur qui ça va tomber, enfin voilà, il y a une ambiance très pesante, une atmosphère très lourde, et donc le fait de retirer carrément la musique comme ça, pour les séquences de dialogue, et de faire, pour le coup, la part belle aux effets sonores, environnementaux, par exemple le tic-tac d'une pendule qui va venir rythmer comme ça la conversation entre deux personnages, le crépitement du feu dans l'âtre d'une cheminée, la pluie qui bat, enfin voilà, le fait de jouer comme ça sur les petits bruitages environnementaux et tout, et d'enlever la musique, ça confère à cet animé justement l'ambiance qu'il faut, tu vois, l'ambiance très lourde, très pesante. Donc ça c'est plutôt sympa. À noter qu'il y a quand même un petit peu de musique par moment pour rythmer les séquences dites d'action, c'est-à-dire les scènes de course-poursuite et les quelques petites scènes de combat, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas le but. Une musique électronique à la Christopher Drake sur Dark Knight Returns, beaucoup moins percutante pour le coup, beaucoup plus discrète, mais elle est quand même là, elle a quand même le mérite d'être là, et c'est sympa parce que ça se démarque un petit peu de la bouillasse qu'on avait sur les anciens animés d'ici en termes de musique. Donc voilà. Le ton reste sérieux de bout en bout, malgré la présence du Joker, c'est-à-dire que le Joker est là, il fait ses conneries habituelles, mais il est beaucoup moins surexposé que c'est le cas dans certains autres animés, c'est-à-dire qu'en fait il fait ce qu'il a à faire et après on l'oublie, donc ça c'est plutôt cool, pour le coup il m'a pas dérangé en fait.
Donc le Joker est pas surexposé, le ton reste sérieux de bout en bout, donc pas de fausses notes à ce niveau-là. Il y a quelques petites maladresses au niveau de l'écriture, j'imagine. Bon, nous on connaît l'identité du tueur. On a lu Long Halloween, forcément ça fait partie des grands classiques. Alors je sais pas si c'est pour cette raison que j'ai relevé des indices assez facilement en fait. Et j'ai trouvé que justement en termes d'indices concernant l'identité du tueur, ils étaient peut-être un peu trop distillés. Il y en avait peut-être un peu trop en fait. Surtout pour une première partie. À la limite, il aurait fallu garder ça pour la deuxième partie. Parce que là, je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas le poteau rose, qui n'a jamais lu le bouquin, qui ne connaît pas l'identité du tueur, peut assez facilement réussir à déterminer l'identité du tueur. Alors, à moins qu'il nous fasse une hush, et je ne l'espère pas, bordel de merde, mais là, je trouve que c'est assez facile de deviner l'identité du tueur dès la première partie si tu es un petit peu attentif. Et c'est le problème parce que tout le scénario repose là-dessus normalement. Tout le scénario repose sur ce mystère, en fait. Tu es censé enquêter avec Batman. Voilà, il est censé avoir du suspense. Et là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu maladroit, c'est dommage. Il y a des petites maladresses comme ça, tu vois. La scène du yacht à la fin, il y a un personnage qui apprend l'identité de Batman. Ok, son identité civile. Et de ce fait, tu sais pertinemment que ce personnage ne peut pas rester en vie et qu'il va mourir dans les 10 secondes qui suivent. Quoi. Il ne peut pas rester en vie avec un tel secret. Donc, donc tu sais pertinemment qu'il va crever dans les 10 secondes qui suivent et du coup ça enlève l'effet de surprise escompté en fait. Parce qu'une fois de plus, le scénario repose là-dessus. Il y a des gens qui meurent, tu sais pas dans quel ordre, tu sais pas quand, tu sais juste qu'il y a des gens qui meurent en fait. Et du coup, le fait que ce personnage connaisse l'identité de Batman, tu sais pertinemment que c'est le prochain sur la liste. Donc ça enlève un peu d'intérêt à la scène en fait. Bref, Batman à Halloween en attendant la partie 2, c'était excellent. J'espère, comme j'expliquais, qu'ils vont pas nous faire une hush à vouloir faire un retournement de situation qui ne correspond pas à celui de la BD pour justement surprendre les initiés. Moi j'aime pas quand ils font ça parce que ça dénature l'œuvre originale. Hush c'est une vraie merde, notamment à cause de ça, pas que mais notamment à cause de ça. Donc j'espère qu'ils vont vraiment rester fidèles à ce qu'on avait dans le bouquin de base. J'ai hâte d'avoir cette deuxième partie, d'autant plus qu'on aura la présence de personnages qui nous sont teasés dans une scène post-générique, puis des personnages emblématiques de l'univers de Batman comme l'épouvantail, comme Jarvis Stage. Voilà, j'ai hâte de les revoir. Tiens, en parlant de ça, je suis désolé, mais il y a un truc Je parlais du chara design, là, comme quoi le chara design était parfaitement respecté. Il y en a un qui me dérange, je dois vous l'avouer, c'est celui de Julian Day, parce que je l'ai trouvé trop baraqué. En fait, un chauve avec des yeux bleus et baraqué comme il est, tu l'extrais de sa cellule, tu le mets dans un bureau, c'est Lex Luthor, quoi. Et donc, du coup, j'ai un problème avec ce chara design, j'aurais préféré une corpulence de fourbe, tu vois, voilà. Un chauve, ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est Julian Day, donc un chauve, mais avec cette corpulence, une posture de fourbe. Voilà, là, pour le coup, ça fait trop Lex Luthor et ça me dérange. Mais voilà, c'est juste un petit détail, comme j'expliquais. Donc, pour résumer, c'est excellent. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à l'univers de Batman, mais qui n'ont pas forcément envie de lire un bouquin. Moi, je leur conseillerais clairement de lire Long Halloween. Au moins un Long Halloween, c'est le bouquin qui est considéré par tout le monde comme étant la meilleure histoire de Batman à ce jour. Donc allez acheter, ça coûte 35€, allez acheter un Long Halloween les petits gars. Et puis si jamais vous avez vraiment du mal avec le format livre, et bien à ce moment-là, ça reste un excellent moyen de découvrir cette magnifique histoire de Jeff Loeb et Tim Sale. C'est pas le meilleur moyen, mais ça reste quand même quelque chose de très très propre et de super sympa. Donc oui, je le conseille, j'ai hâte de voir la partie 2 et j'ai hâte de savoir s'ils vont aussi adapter la suite de tout ça, c'est-à-dire Dark Victory. Avec les débuts de Dick Grayson et tout, ça peut être excellent. Donc, parce qu'en plus, on a un vrai développement de personnages, il faut le savoir. Là, on a des vrais personnages développés, quoi. Tu vois James Gordon dans sa vie de famille, qui a du mal à concilier justement sa vie professionnelle et puis donc le fait d'aller arrêter les salopards et puis le fait de pouvoir prendre du bon temps avec sa gamine, tu vois. Enfin, donc ça c'est super sympa, t'as un développement de personnage, t'as Barbara Gordon qui est introduite, elle est toute gamine là, donc ça pourrait être intéressant de la faire évoluer si jamais ça faisait partie d'une saga, et puis de la faire devenir Batgirl, là je dis oui, même si j'aime pas Batgirl, mais voilà, Harvey Dent tu le vois dans sa vie de couple, bon après ça fait partie du scénario aussi, hein, c'est ultra important pour l'intrigue, mais pour le coup, on a des personnages qui sont super bien développés, qui sont pas juste balancés ici et là pour les besoins du truc. Donc ça c'est sympa. Donc j'ai hâte de voir la partie 2, j'ai hâte de voir Dark Victory parce que je pense qu'ils vont faire un Dark Victory, ça serait super cool. Et puis j'ai un petit regret quand même, je vais vous l'avouer, hein, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait une vraie continuité Batman.
tu as limite un Batverse en animé, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré Long Halloween comme la suite, je suis pas le seul d'ailleurs, on est beaucoup à le considérer tel quel, comme la suite de Year One. Et en fait, tu vois, ça aurait été cool d'avoir dans la même esthétique, dans la même saga, dans la même continuité, une chronologie comme ça des meilleures œuvres Batman, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée ce serait de convertir les plus grandes œuvres Batman en comics à ce jour, les plus importantes, Year One, Killing Joke, Long Halloween, Dark Victory, Nightfall, etc., etc., dans une seule et même saga, dans une seule et même continuité, avec cette DA, voilà. Là ça pourrait être super sympa. Tu convertis des œuvres qui n'ont pas grand chose à voir les unes les autres, et t'en fais une seule et même saga. Ça pourrait être cool. Et c'est mon regret, c'est que du coup, on a un Batman Year One qui est pas mal en animé, qui est super sympa, mais ça aurait été cool que ce soit dans la même continuité que ça, etc. etc. Voilà. Après, on va pas se plaindre, on a un superbe animé Batman, l'un des meilleurs à ce jour, voilà, je vous le dis, avec Dark Knight Returns et Red Hood, je pense que c'est peut-être le 3e meilleur animé Batman qu'on a à ce jour. Je dis peut-être une connerie parce qu'en fait, quand j'aurai coupé la vidéo, je vais me dire ah mais non, mais il y a celui-là aussi. Donc bref. En tout cas, on a un superbe steelbook. J'ai hâte d'avoir le deuxième steelbook parce qu'en fait, le deuxième steelbook, c'est ce qui va venir compléter ici l'affiche. On va avoir la deuxième moitié de la face du Joker qui sera celle d'Harvey Dent, double face, sa partie brûlée. Et puis derrière, un arrière-plan comme ça avec Batman et d'autres personnages de l'intrigue. Donc ça va être de belles pièces de collection. Magnifique steelbook, regardez-moi ça. Petite merveille. J'aime investir mon pognon comme ça. Bon. Ça, Warner Bros, j'ai dit oui. Voilà. Allez, ciao les amis et à la prochaine.